Bonjour, le Bitcoin consolide toujours autour des 47-48K. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et de laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, eh bien vous pouvez le faire de différentes façons, c'est-à-dire utiliser un des liens d'affiliation ci-dessous, donc tous les liens des plateformes de trading, faire un don en crypto-monnaie via les adresses sous les vidéos, donc éviter l'Ethereum du coup parce que les frais sont absolument faramineux, ou également utiliser la petite fonctionnalité qui est ici, c'est-à-dire on clique dessus et on fait un don directement de 2, 5, 10 ou 50 euros. Voilà, donc la vidéo du jour, on va faire une petite analyse du Bitcoin. Finalement, il n'y a pas énormément de choses à dire. Donc théoriquement, le lundi, on fait le tour de tous les time frames, de tous les indicateurs. Mais on a déjà fait ça dans les vidéos précédentes, donc ça va être assez rapide. Donc ça va nous permettre de dégager du temps pour aller voir d'autres choses, notamment le plan Elliott Wave et des targets pour la fin du bull run, si bien entendu on a une fin du bull run. Voilà, avant de commencer la vidéo, j'aimerais dire merci déjà à tous ceux qui me soutiennent. Merci à tous les commentaires parce que mes vidéos par rapport au nombre de vues, il y a toujours énormément de commentaires et ça fait très plaisir. Pareil pour les pouces bleus et les pouces rouges, il y a toujours beaucoup de pouces bleus, donc je vous en remercie, continuez comme ça. Par contre, il y a encore beaucoup trop de personnes qui regardent des vidéos sans être abonnés, genre quasiment la moitié. Donc attendez pas, vous avez juste à faire un petit clic sur je m'abonne, c'est gratuit, vous inquiétez pas, vous n'allez rien payer et vous serez averti lors de toutes mes sorties de vidéos. Et en général, il y a certaines vidéos, c'est important à voir dès qu'elles sortent parce que on parle beaucoup de trading, de points d'entrée, de take profit, de points de sortie, de gros mouvements et de temps en temps, si vous regardez la vidéo 3 jours après, malheureusement, il sera trop tard. Donc abonnez-vous, c'est gratuit. Ensuite, apparemment, hier, je vous ai parlé, enfin plutôt reparlé d'un projet qui me tenait à cœur, c'est-à-dire le week-end, vu qu'en général, je fais pas de vidéos, ou alors je fais des petites vidéos bonus, mais c'est des vidéos facultatives, donc je voulais consacrer les week-ends pour une partie gaming crypto, bien entendu, donc tous les jeux NFT qui permettent de gagner de l'argent, vu que c'est un peu le principe de la chaîne de vous faire gagner de l'argent, donc bien entendu, par le trading et l'investissement, mais vu qu'on est dans les cryptos et qu'il y a des jeux qui permettent de gagner de l'argent, eh bien je voulais consacrer une petite partie de la semaine, donc le week-end, à parler gaming crypto, à vous présenter des jeux, à vous présenter déjà tout l'univers du crypto gaming, vous présenter des jeux et tout ce qui tourne autour. Donc apparemment vous êtes bien motivés, donc ça se fera à partir du mois de novembre. J'ai commencé à préparer ça. En ce moment, vu que je bosse, j'ai pas encore le temps jusqu'à la fin octobre de m'y consacrer entièrement. Donc je commencerai au mois de novembre. Je suis comme la plupart d'entre vous, je pense, ça veut dire je n'ai pas encore concrètement testé le sujet. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui jouent déjà. Donc déjà, j'attends vos retours en commentaire, me dire si c'est rentable ou pas les jeux que vous avez testés. Parce qu'on voit un peu de tout et n'importe quoi sur les chaînes YouTube. Donc comme il y en a qui m'ont dit en commentaire, on attend de ta part que nous ne vendons pas du rêve comme certains youtubeurs. Donc vous savez très bien, moi je vends jamais du rêve, je vends du concret. Donc sur la partie gaming, je serai entièrement transparent. C'est-à-dire que je vous dirai combien je mets sur chaque jeu et les retours, combien ça me permet de gagner, que ce soit les gains journaliers, parce qu'il y a des petits gains journaliers, vous faites des activités, ça vous permet de gagner des petits tokens à chaque fois. C'est un peu des gains journaliers, en gros vous pouvez faire entre guillemets une paye plus ou moins régulière chaque mois, et après il y a des gains autres plus ponctuels, c'est-à-dire des choses que vous allez revendre, des NFT. Ça peut être des terrains si c'est un truc de farming, ça peut être des personnages, des armures, des vaisseaux, des voitures, tout dépend du jeu. Vous les achetez au départ et ensuite avec le jeu quand il se développe, ça prend de la valeur, surtout si vous les avez fait évoluer. Et ça c'est des gains plus ponctuels mais qui peuvent représenter plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros apparemment. Donc j'ai été vérifié quand même, effectivement il y a certains trucs qui se vendent très très cher. Mais est-ce que c'est des exceptions? Est-ce que c'est facile à faire? Bref, tout ça on le verra dans la chaîne.
Et moi, ça va me permettre aussi, parce que vous le savez que depuis 3 ans, moi, je gagne ma vie en faisant du scalping, c'est-à-dire du trade sur des très très petites unités de temps. Et ça, je fais ça la nuit, 4 à 6 heures par nuit. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Je vous avais dit que j'arrêterais parce que ça me pèse, c'est extrêmement contraignant, stressant, fatigant. Et en fait, vu que moi j'ai un très petit portefeuille, ça me permettait juste après impôt, parce qu'il y a énormément d'impôts sur le trading. Là, je parle pas de crypto-monnaie, vu qu'ils considéraient ça comme une activité principale. Donc, j'ai été imposé, il y avait plus de 40% d'impôts. Et après impôt, ça me permettait juste de dégager un petit SMIC. Donc, tout ce travail pour avoir un petit SMIC, et en plus, c'est fatigant et ça commençait à me dégoûter du trading. Donc, ça faisait déjà un moment, quasiment un an, que je prévoyais d'arrêter. Donc, je vous avais dit que j'arrêterais. J'ai arrêté avant de partir en vacances. Du coup, j'ai pas repris, hein, parce que j'avais dit que j'arrêterais, donc j'arrête. Donc du coup, moi je compte sur le long terme, entre guillemets, sur la chaîne YouTube pour peut-être me faire un revenu, mais vu que c'est pas le cas pour le moment, eh bien peut-être que les jeux vidéo me permettront d'avoir un revenu complémentaire. Entre ça et la chaîne YouTube, peut-être que j'arriverai à me dégager un salaire. En tout cas, vous serez tenu au courant. On fera peut-être aussi des petits challenges, parce qu'il y a déjà beaucoup de challenges, genre Road to 10K, Road to 100K, etc. Mais pour l'instant, je n'ai encore pas vu qui sont consacrés au gaming. Donc moi, c'est pour ça que j'ai jamais fait de Road to, parce que c'était déjà présent sur d'autres chaînes, donc moi, j'aime pas trop faire comme les autres. Mais par contre, j'ai pas encore vu de Road 10K, Road 50K, Road 100K gaming, donc peut-être qu'on mettra ça en place, voir si par exemple, avec un capital de 1000 euros, c'est quelque chose de raisonnable quand même, on pourrait les monter rapidement à 10 000 euros, voire plus, hein. On fera peut-être un début à 10K, puis si ça marche bien, on continuera. Bref, il y aura plein de trucs. Et tout ça, ça se passera le week-end. Et si vraiment ça marche bien, peut-être que je ferai une chaîne Twitch associée, parce que les vidéos, forcément, le week-end, elles vont pas durer 3 heures, elles vont durer 20, 30, 40 minutes, 1 heure au maximum, comme d'habitude. Mais si après, je dois vous parler plus des jeux, ou faire des présentations, et que ça doit prendre un peu plus de temps, sûrement, je ferai ça sur Twitch. Et bien entendu, comme je vous ai dit hier, il y aura également un Discord, le Discord qui sera en 2 parties. Une partie Tala Crypto Trading et une partie Tala Crypto Gaming du coup. Voilà, sur ce, on va passer directement à la suite, c'est-à-dire, hop, un petit tour sur la map. Et comme vous pouvez voir, la map est plutôt rouge aujourd'hui parce que le Bitcoin a fait un fake out et ensuite il a corrigé. Alors là, il est en train de se reprendre, on va voir ça tout de suite. Mais du coup, il y a beaucoup de rouge quand même sur les alts, sauf quelques petites exceptions comme One, AXS, DYDX, Flow, Luna, mais surtout Shiba qui nous fait un joli 35%. Hein. Alors n'oublie pas, Shiba c'est un coin que je vous ai conseillé dans le top 10 crypto, c'était un des coins bonus. Pourquoi? Parce que il a une charte magnifique. Alors d'ailleurs, il n'est pas encore sorti de... Je sais pas, alors on ira acheter un nœud quand même après à Shiba. Mais voilà, donc Shiba 35%, bien joué à tous ceux qui ont du Shiba. Ensuite, le CryptoFear, toujours aux alentours des 50, hein, depuis quelques jours, il traîne aux alentours des 50. Du coup, là, on commence. Alors, on avait vu que ce qu'on voulait, c'était, comme sur le graphique, faire des nouveaux plus hauts. Et les derniers plus hauts, ils étaient aux alentours de 53. Et vous voyez que là, on a fait 2 fois 54. Donc, bon, c'est un léger plus haut. On ne peut pas vraiment compter ça comme un plus haut, mais c'est plutôt bon signe. Hein. Si on continue à monter encore, et bien du coup on reprendra théoriquement une tendance haussière. Après ça reste juste un petit plus pour nous confirmer la hausse du graphique, mais c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Nous, et vous le savez, ce qu'on veut, c'est qu'on passe cette zone là, c'est-à-dire au-dessus des 80, et ça nous donnera la confirmation d'une grosse tendance haussière à venir, et du coup qu'on irait forcément, enfin probablement faire des nouveaux plus hauts et aller rechercher les 100 000 $, voire plus, parce que lors de toutes les grosses dernières tendances haussières de l'année dernière, ici, on était au-dessus des 80, et depuis qu'on commence à consolider, donc que ce soit au mois d'avril, mars, avant la chute, on était coincé entre les 70, vous voyez toute cette zone, et 80, ensuite on a chuté, ensuite là qu'on est retourné au 53K, pareil, pendant une semaine ou deux, on a oscillé entre les 70 et 80 et on a rechuté. Donc ce qu'on voudra quand on remontera dans cette zone, c'est passer les 80. Et là du coup, on sera presque assuré qu'on ira chercher les 80, 100 000 $, voire beaucoup plus avec un peu de chance. Ce sera tout pour le CryptoFear. On va passer directement au dollar. Et le dollar, eh bien, comme prévu, hein,
il rencontre de la résistance sur les 0,38,2. Je vous avais dit, il passerait. Il y a très peu de chances pour qu'on casse direct les 38,2. Il y aura forcément une réaction. Alors ça peut être une petite baisse avant de reprendre la hausse. Ça, malheureusement, on ne le sait pas encore. Mais en tout cas, bon, il y a bien la réaction attendue. Et c'est plutôt bullish en théorie pour les cryptos. Mais comme je vous ai dit, les mouvements court terme, c'est pas vraiment ce qu'il y a d'important. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les mouvements long terme. Et pour l'instant, c'est pas cette petite correction qui est tout à fait normale vu qu'on atteint une zone importante, donc les 0,38,2, vous voyez, qui était également un niveau de résistance ici et pratiquement un niveau de support ici, donc c'est quand même une zone importante. On s'approche aussi des 95 niveaux rond psychologique, donc réaction tout à fait normale. Donc ça ne veut pas dire qu'on va cracher directement. Malheureusement, moi j'aimerais bien, parce que vous le savez que si on suit cette flèche là, malheureusement sur le Bitcoin, eh ben on suivra cette flèche là, et du coup voilà, ce ne sera pas bon signe, c'est-à-dire continuation de la tendance baissière, parce que le Bitcoin et le dollar, comme vous pouvez voir, sont inversement corrélés. Je l'ai répété à chaque fois, mais bon, vu qu'il y a beaucoup de nouveaux sur la chaîne, voilà, je vous remonte les graphiques un peu. Alors, je les ai peut-être pas placés au bon endroit, mais voilà, en gros, à chaque fois qu'on a, ils sont même pas du tout bien placés, mais c'est pas grave. Vous imaginez qu'ils sont bien en face. À chaque fois qu'on a une tendance baissière, on a une tendance haussière, et vice versa, c'est toujours pareil. Depuis la création du Bitcoin, du moins, hein, ça peut peut-être changer un jour, mais du coup, jusqu'à présent, c'est le cas. Vous voyez que là, on a trouvé les tops vers le mois de mars-avril, et là, on a trouvé le bottom vers le mois de mars-avril. Donc, si c'est un réel bottom et qu'on doit refaire une tendance haussière sur le dollar, malheureusement, on va refaire une tendance baissière sur le Bitcoin. Si par contre, c'est juste un rebond et que à partir de là, par exemple, ce serait bien, on commence à rebaisser et puis à rechuter, et bien le Bitcoin pourra continuer sa hausse et avoir une dernière jambe haussière et finir son bull run. Ensuite, du coup, on va passer au Bitcoin. Alors, rappelez-vous, on avait un petit triangle. La dernière vidéo, on était en train de faire une cassure du triangle et je vous ai dit attention, on pourrait très bien se stopper dans cette zone-là, au milieu de nulle part. Pourquoi? Parce qu'on a une divergence baissière. Vous voyez, on fait un nouveau plus haut et là, on fait un nouveau plus bas. Donc, effectivement, ça a entraîné une correction. Du coup, on a réintégré le triangle, on est revenu s'appuyer sur le triangle. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques heures, on a fait un nouveau fake out. Regardez, il y a une petite mèche ici, vers le haut. Donc, comme j'ai dit, en général, c'est pour sortir ceux qui sont un peu trop bears. Et direct après, un petit fake out vers le bas. Alors, en général, la plupart du temps, c'est pas tout le temps, mais franchement 80% du temps, quand il y a un mouvement comme ça veut dire on sort un peu en haut, on sort un peu en bas, ça annonce un gros mouvement par la suite. Voilà. Donc on ne sait pas forcément c'est lequel. Là théoriquement on est dans un triangle suite à une tendance haussière. Donc techniquement il y a plus de chances que le mouvement se poursuive par le haut, mais ça reste des probabilités, même s'il y a 60 ou 70% de chances par le haut, il reste quand même 30 ou 40% par le bas. Donc voilà, mais en général, quand on a un mouvement comme ça qui sort à la hausse, à la baisse, il faut s'attendre à un gros mouvement par la suite. Donc, eh bien, il y a peut-être une petite heure, on a même pas une demi-heure, on a recassé là le triangle, et bien pourquoi pas, peut-être qu'on va pouvoir enfin reprendre la suite du mouvement. Mais il faut rester prudent. Pourquoi? Bien parce que effectivement là on est en train de casser le triangle, mais vous voyez que sur le RSI on casse rien du tout. Donc, alors déjà on va parler du bas. Là on avait une divergence baissière, donc il fallait s'attendre à une consolidation ou peut-être à une petite correction. On a une petite correction, mais vous voyez que pour avoir une validation de la divergence, il aurait fallu casser ces niveaux, c'est-à-dire la base de la divergence, c'est-à-dire le plus bas avant le sommet, ici. Sauf que vous voyez, à part un très léger fake out là, on a plutôt maintenu ce niveau. Donc la divergence n'a pas été validée. Du coup, ça ne nous a pas entraîné une trop grosse correction. On a maintenu le support sur le RSI, et du coup, eh bien, malgré le fake out là, vous voyez le fake out là avec la mèche sur le RSI, il n'y a pas de confirmation. Donc vous voyez, ça vous sert à la fois en haut et en bas. Donc pas de confirmation. Donc il y en a qui commençaient déjà à paniquer ici. Aïe, on a été rejeté, on va aller à 44 000. On parlait direct des 44 000 sur Twitter. Attention, attendez les confirmations. La bougie n'est même pas clôturée. Ne regardez pas un graphique. Effectivement, si vous regardez le graphique en 5 minutes, oui, effectivement, là vous avez des clôtures bougies, oui, c'est la merde. Non, on ne regarde pas un graphique en 5 minutes. On le regarde en 1 heure, on regarde en 4 heures si vous voulez des confirmations. Et vous voyez qu'en 4 heures, rien cassé du tout. Mais même en 1 heure, vous voyez que c'est juste une mèche
et que si vous mettez un petit RSI, eh bien, il n'y a pas de confirmation. On a bien maintenu le bas du support sur le RSI. Donc voilà, là, on est en train de casser le triangle. On n'a rien cassé sur le RSI. Maintenant, attention, même si on devait continuer à monter et casser ce plus haut, je sais qu'il y en a, ils vont crier tout de suite to the moon, mais non seulement il y a les grosses résistances au-dessus, mais en plus, il y aura la résistance du RSI. Et en plus, ça nous fera du coup, tant qu'on ne casse pas ça, une nouvelle divergence. Ça veut dire que là, si on continue un peu à monter, même juste un peu au-dessus, et que là, on arrive dans cette zone, eh bien, techniquement, ça nous fera une autre divergence, parce qu'on fera un plus haut, un nouveau plus haut, et un plus bas, un nouveau plus bas. Donc, il faudra rester très prudent. Après, si la hausse se poursuit et qu'on casse cette trendline là, puis ce haut là, eh bien divergence annulée, et là, eh bien, on pourra continuer la hausse. Voilà, donc en parlant de résistance, est-ce qu'il y a le graphique où il y a toutes les résistances un peu plus clairement? Voilà, hop, du coup là c'est en daily, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Nous avons le rectangle rouge, la petite zone de rechargement de short de ce mouvement baissier là. Donc voilà pourquoi là on est en train de consolider ici, parce qu'on a touché le bas, plus ou moins on consolide. Là peut-être qu'on va se diriger vers le haut, donc prudence. En haut, après c'est résistance. On a en plus cumulé avec ça, plus ou moins, la grosse trendline baissière, qui prend en compte les deux derniers sommets, donc du mois d'avril et les 53K du 7 septembre. Et juste au-dessus, on a la grosse zone de rechargement de short de tout ce mouvement baissier. Donc vous voyez, c'est vraiment une zone qui va être quand même difficile à passer. Mais ceux qui veulent entrer en trade, bon bah déjà, on a vu qu'en une heure, mince, c'est pas le bon graphique, c'est pas grave. Bon, en une heure, il y avait le triangle, vous pouvez jouer la cassure du triangle, là, vous pouviez jouer la dernière fois, eh bien, ce coup l'on joue la dernière fois, vous avez perdu parce qu'on a réintégré. Moi-même, je l'avais un peu joué, alors j'avais pas pris de nouveau trade, mais j'avais pris, comme je vous ai dit, j'avais augmenté mon exposition sur... alors attendez, on va y aller. Hein. On va y aller autant que je vous montre en image. Hop. Ok, on va s'enlever ça. Non, et ça veut pas. Alors attendez. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc moi j'avais un trade sur le Litecoin, comme vous le savez, à la cassure ici, donc de cette trendline baissière, vers les 153, et à la cassure du Bitcoin quand le Litecoin a cassé également ici, là, enfin je sais plus où, non d'ailleurs, je sais par là. J'ai augmenté mon exposition. Du coup, j'avais un point d'entrée à 166 et du coup, bah, malheureusement, vu qu'on est descendu à 161, eh bien, je me suis fait sortir du trade. Donc, bah, le trade, c'était à break-even, donc ça m'a rien coûté. En plus, j'avais déjà pris mes profits sur tout du long ici à 173 $. Donc, du coup, c'est quand même un trade gagnant, mais je m'en suis fait sortir quand même et j'aurais bien voulu, vu que j'avais pris quand même une grosse exposition là, continuer à monter, ça m'aurait fait vraiment des gros gains, mais bon, j'en suis sorti, c'est pas grave. L'important, c'est qu'au final, on gagne un petit peu, même si j'aurais pu gagner beaucoup plus. Au final, si j'aurais pas augmenté les positions et continué à monter, mais j'aurais pu gagner plus. Mais voilà, l'important, c'est quand même de gagner. Et si ce serait passé, j'aurais été très fortement gagnant. Donc voilà, je regrette pas d'avoir augmenté mon exposition et d'avoir tenté le breakout. Donc du coup, ceux qui ont tenté le premier breakout sur le Bitcoin, ils sont sortis. Là, on a eu un deuxième breakout, donc pourquoi pas, on peut tenter également sur les petits time frames. Donc on parle en une heure, hein, bien évidemment. Mais sur les gros time frames, comme je vous ai dit, ça reste risqué parce qu'on a toutes ces résistances autour. Alors maintenant, le mieux, c'est quand même d'attendre qu'on casse au moins, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, pour les plus gros time frames, hein, je ne vous parle pas de ceux qui jouent en une heure, de casser la petite zone de rechargement là de short. Ça nous indiquera qu'on n'est plus dans un rebond. Techniquement dans un rebond, enfin probabilités nous diront qu'on est, il y a peu de chances qu'on soit toujours dans un rebond de ce mouvement, donc on est faire un plus haut que ce niveau là. Et au passage, la trendline baissière, hein, parce qu'il y aura sûrement, alors prudence, hein, parce que si on casse la trendline baissière, il y aura sûrement un mouvement violent qui va s'en suivre. Donc il y aura soit un fake out, soit vraiment on va partir sûrement très vite, parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à regarder cette trendline baissière. Mais quoi qu'il en soit, si on casse ces niveaux de la trendline, ça peut être un bon niveau pour se placer. Bien évidemment, faut être prudent quand même parce qu'il y a la grosse zone ici, mais il faut bien se placer au bout d'un moment donné. Voilà, bon, les dernières confirmations se feront, vous le savez, déjà, quand on cassera les 51, 53, ce sera quelque chose d'énorme.
mais au final, la dernière confirmation, c'est quand on casse les 57 300. Sur ce, on va passer aux indicateurs. Donc on va s'enlever le graphique, on n'en a pas besoin. Et alors, qu'est-ce que j'ai marqué qu'il fallait aller voir? Le RSI. Le RSI en daily. Donc le RSI en daily, qu'est-ce qu'on a? Alors, on avait toujours une trendline, je crois que maintenant elle va plus être d'une grosse utilité. Si, quand même, on a une trendline, et du coup, là, vous voyez, pour l'instant, elle fait support. Donc, on la surverra. En fait, oui, elle a beaucoup d'utilité. Donc là, rappelez-vous, il y avait un petit fake out au 53K. Mis à part ça, du coup, là, on est toujours au-dessus. Eh bien, on surveillera la bougie d'aujourd'hui. Si on est toujours au-dessus, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'elle joue son rôle de support. Et la petite correction qu'on a eue là, vous voyez, si on zoome un peu, c'est juste un pullback en fait, sur la trendline. Donc, c'est plutôt bon signe dans l'état actuel des choses. Voilà, à surveiller attentivement à la clôture ce soir. Si on est toujours au-dessus, eh bien, ce sera plutôt un bon signe. Ce sera plutôt bullish. Ichimoku. Ouais, enfin, on va faire dans l'ordre. MACD, donc toujours bullish en daily, on a vu que c'était bullish à partir de là, on a eu toutes nos confirmations sur cette bougie là, avec le stock qui repasse au-dessus de la zone de survente, le MACD qui confirme en croisant à la hausse avec les belles bougies vertes. Voilà, depuis on est toujours bullish, donc rien de plus à dire. On va surveiller maintenant le stock RSI parce que c'est lui qui nous donnera les premiers avertissements en cas de correction, c'est-à-dire s'il se met à croiser à la baisse, ce sera un premier avertissement, mais attention, ça ne veut rien dire le croisement à la baisse. La confirmation, c'est quand il repasse en dessous de la zone de survente. Donc pour l'instant, rien d'inquiétant. Et bien entendu, si on veut un gros mouvement baissier, on attendra également une confirmation du MACD. Mais lui nous donnera les premiers signes, il est toujours plus rapide, c'est pour ça que je cumule les deux, parce qu'on a des pré-signaux, des confirmations, et ensuite ultime confirmation. Donc ça nous donne le temps d'agir. Bien entendu, en daily, il y a souvent des faux signaux, c'est pour ça que nous, on aime bien se concentrer sur le 3 jours. Et pour l'instant, le 3 jours, il est toujours bearish, bien que, comme je vous ai dit, il est sur le point, si bien entendu, on ne rechute pas dans les heures ou jours qui viennent, de passer bullish. Et ça sera une très bonne chose, parce que lui, il a beaucoup moins de faux signaux. Et en général, vous voyez, le dernier signal bullish, c'était ici, sur cette bougie, et ça nous a donné quand même une belle tendance haussière. Ouais, et la confirmation d'avant, c'était, je crois que sur cette bougie, vous voyez, ici, et ça nous a donné une très belle tendance haussière. Donc voilà pourquoi on regarde souvent le 3 jours. Donc dans les jours qui viennent, on surveillera attentivement, et du coup là la clôture c'est ce soir, donc à moins qu'il y ait une grosse poussée d'ici ce soir, il peut même passer bullish avant la clôture, mais globalement si on reste dans ce secteur, eh bien il va clôturer comme ça, il faudra attendre 3 jours pour avoir une confirmation haussière. Ça veut dire dans les 3 jours qui viennent, si on continue à stagner dans cette zone ou à monter légèrement, eh bien il passera bullish à la clôture dans 3 jours. Voilà, et donc ce sera très bon signe pour la continuité de la hausse. Ensuite, alors, on en est à Ichimoku. Alors, on va quand même aller jeter un œil au weekly. Voilà, comme on avait vu, la petite correction là, ça nous avait donné avertissement, mais on n'a pas eu les confirmations, hein, on n'est pas passé en dessous de la zone de survente. On n'a pas eu de confirmation sur les MACD. Alors à un moment donné, il était passé, il avait croisé dans le rouge, hein, mais la semaine n'était pas clôturée, c'est pour ça que je vous ai dit attendez toujours les clôtures. Et vu qu'on a eu un fort rebond, et bien vous voyez, toujours bullish. Donc de ce côté-là, tout va bien pour le moment, c'est toujours bullish depuis ici, donc depuis environ cette bougie-là. Donc on va pouvoir passer, comme j'ai dit, à Ichimoku. On va le regarder en daily et en weekly. Donc en daily, eh bien, il est totalement bullish maintenant, Ichimoku. Hein. On a eu les premiers signaux ici quand on est passé au-dessus de... Déjà, on a eu les premiers signaux ici, hein, quand on a gardé le support du bas du nuage. Hein. C'était une zone d'achat, c'est là où on a fait des achats. Parce que notamment, on avait également notre grosse rectangle ici. Alors, il y a des débutants, des fois, ils me disent, oui, je ne comprends pas encore tout aux analyses. Bon, si vous ne comprenez pas tout ce que je raconte, regardez juste le graphique. Hein. Les zones rouges, c'est des zones de revente où on peut tenter des shorts, des zones où on se protège, on peut sécuriser, où on peut prendre des profits sur les trades. Les zones vertes, c'est les zones d'achat, les zones où on peut rechercher des trades haussiers, où on peut commencer à accumuler, etc., etc. Donc vous voyez, si vous ne comprenez pas les analyses, vous avez juste à regarder le graphique. Quand vous voyez des zones vertes, c'est là où il faut rechercher des achats,
Pour ceux qui font du DCA, eh bien, vous pouvez prendre des paliers d'achat ou rechercher, pour ceux qui aiment les trades, des entrées en trade dans ces niveaux. Et les zones rouges, c'est là où on prend des profits, c'est là où, à la rigueur, on peut chercher des zones de short, mais suivre la tendance. Hein. Donc là, vous voyez, plus bas, tendance baissière, on recherche un short. Là, pour l'instant, on est dans une tendance haussière. Les shorts, c'est plutôt déconseillé tant qu'on n'a pas de confirmation. Mais bon, on peut, si vous devez rechercher des shorts, c'est dans ces zones-là. Prendre des profits pour ceux qui ont pris des trades plus bas, ou vous sécuriser pour ceux qui n'ont pas confiance, qui pensent qu'on va aller plus bas, sortir, repasser beaucoup en Bitcoin, sortir du cash, etc. etc. Voilà, donc rien de plus simple. Et en général, ces carrés-là, ils sont placés longtemps à l'avance. Hein. Je ne les mets pas après. Hein. Ce carré-là, par exemple, il était déjà là quand on était ici. Hein. Et pareil, hein, ce carré vert là, il était là déjà quand on était là. Le carré rouge là, il était déjà là quand on était là. Donc vous inquiétez pas, vous avez le temps. C'est pas genre je place les carrés une fois que le mouvement est fini, vous dire voilà, c'était une bonne zone d'achat. Non, non, non. Ça se fait au préalable. Donc techniquement, vous avez le temps de voir les choses venir. Donc ça, c'était une petite explication pour les débutants qui m'envoient des messages pour me dire qu'ils ne comprennent pas toutes les analyses. Il suffit des fois de regarder les schémas simples que je vous montre et vous avez vos réponses à vos questions. Donc du coup, je me suis un peu... Voilà, donc on était sur Ishimoku. Donc bullish, hein, première chose qu'il fallait faire attention, c'était le bas du nuage où on avait un gros support. Ensuite, on a commencé à casser la Tenkan, la Kijun. Donc la Kijun, en général, c'est très bullish. Donc maintenant, c'est confirmé. On est passé au-dessus du nuage, donc c'est encore plus bon signe. Et on a eu notre dernière confirmation, c'est-à-dire la lagging span, donc la blanche. C'est-à-dire c'est une sorte de moyenne mobile avec 26 périodes de retard par rapport au cours du prix. 26 périodes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dépend du time frame. Là, on est en daily, donc c'est avec 26 jours de retard. Si vous mettez en weekly, ce sera 26 semaines. Et donc, en général, c'est la dernière confirmation qu'on attend. Faut qu'elle passe au-dessus du cours du prix. Et là, vous voyez qu'elle est passée en même temps au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, donc c'était quand même une grosse résistance, et au-dessus du cours du prix. Donc c'est plutôt bon signe, hein. Bien entendu, c'est du daily, hein. C'est pas quelque chose qui va nous annoncer un to the moon. Théoriquement, ça nous annonce une tendance haussière daily. Et bien entendu, vu que c'est du daily, parfois on a des faux signaux, donc bon, voilà, hein, ça ne veut pas dire qu'il y avait 100% de chance qu'on va aller plus haut, mais techniquement, si on s'en tient à Ishimoku Daily, à une analyse classique, on est bullish parce que le prix est au-dessus de tout, hein, de Kijun, la Tenkan et du nuage, et la lagging span a validé parce qu'elle est également au-dessus de tout, c'est-à-dire la Tenkan, la Kijun et du cours du prix. Voilà. En weekly, par contre, hein, comme vous le savez, on n'a pas encore de validation. Alors là, on est au-dessus de la Kijun, on a validé la semaine au-dessus, mais c'est bullish, donc c'est bullish, mais vous le savez, quand on clôture pas franchement, ça veut dire qu'on s'extrait pas vraiment très puissamment au-dessus d'un support ou d'une résistance. On attend la bougie d'après pour confirmer. Donc vous voyez, aujourd'hui, on a fait un petit pullback justement sur la Kijun. Donc c'était également un bon point pour tenter des achats. Et on le verra aussi plus tard avec les vagues d'Elliott. Et c'est un bon niveau de support. En plus, il y a la Tenkan Junsansu et le nuage. Donc, vous voyez, on a quand même pas mal de support dans cette zone, entre les 46 000 et les 47 000, on va dire. Donc, un bon niveau de support. Bien entendu, si on casse les 46 000, du coup, eh bien, en weekly, ce sera pas terrible, hein, parce qu'après, on sera dans le nuage. Et vous savez comment ça se passe, le nuage. En général, quand on pénètre dans le nuage, c'est comme un aimant, on a tiré vers le bas du nuage. Donc, si on devait clôturer en daily, là, je parle en weekly, on parle en weekly, et on parle de clôture, hein, les mèches, c'est pas un problème, les mèches. Si on devait clôturer en weekly en dessous des 46 000, eh bien, il y aurait des chances, malheureusement, qu'on ait rejoindre le bas du nuage vers les 36 000, 37 000. Voilà, mais pour l'instant, tout ça joue le rôle de support. Donc, on est bien au-dessus du nuage, de la Tenkan et de la Kijun en weekly, mais on n'a pas encore... Alors, c'est bullish, hein, c'est déjà bullish, mais c'est pas encore confirmé à 100%, parce qu'on a encore la lagging span qui, contrairement au daily, est en dessous du cours du prix et même en dessous de la Tenkan en bleu. Donc bien évidemment, hop, peut-être un peu plus clair comme ça, la confirmation se fera quand on passe la lagging span passera au-dessus du cours du prix. Et là, techniquement, désolé, et bien en weekly, comme je vous ai toujours répété, Ishimoku est très puissant et en général, quand on a la dernière confirmation, hein, quand on a toutes les confirmations, c'est-à-dire le cours du prix au-dessus de la Kijun
et la lagging span au-dessus du cours du prix, ça nous donne des très beaux mouvements haussiers. Donc, il y a de très très fortes probabilités que quand on aura notre dernière confirmation, on aille aussi casser ce dernier sommet et qu'on aille faire des plus hauts et qu'on aille potentiellement to the moon. Voilà, mais pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on arrive sur une zone où le cours du prix s'élargit. Vous voyez, en gros, ici, là, ça aurait été facile de casser. Petite résistance, parce qu'il est fin. Vous voyez, c'est un peu comme une petite zone de résistance. Là, on arrive voilà, sur deux grosses bougies. Donc, ça veut dire que ça va être quand même plus dur à passer. Il va nous falloir plus de temps pour traverser la résistance, la plus grosse résistance. Après, bon, si on continue à consolider pendant un certain temps, au bout d'un moment, on arrivera là. Et du coup, là, ce sera très facile de traverser parce qu'il n'y aura même plus à monter. Il y aura juste à aller tout droit. Hein, vous voyez, on cassera en... Puis après, carrément, il descend. Donc, à un moment donné, ça va être facile de le casser. Mais là, malheureusement, on arrive sur une zone où... eh bien, voilà pourquoi on ne monte pas d'une flèche, parce que non seulement on a des très grosses résistances graphiques, hein, on l'a vu précédemment ici, mais vous voyez que également sur Ichimoku, la dernière confirmation fait face à une grosse zone de résistance. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire pour Ichimoku en weekly, et on va finir par le super trend. Donc en daily, comme vous pouvez voir, hein, c'est lui également qui joue résistance, donc résistance de plus. Donc bien évidemment, si on le casse en daily, si on clôture en daily au-dessus des 49 000, eh bien théoriquement, on a des chances d'avoir, comme précédemment en daily, une jolie tendance haussière, vous voyez, à chaque fois que c'est vert. Mais on a également de temps en temps des faux signaux. Mais en général, les faux signaux, c'est surtout quand on est à contre-tendance. Vous voyez, par exemple, là, on est dans une tendance bullish, les signaux verts sont très bons. Par contre, les signaux rouges, vous voyez, ils sont très moyens. Si vous tentez de prendre la tendance baissière ici, on n'a qu'une consolidation. Pareil ici, on était encore bullish, donc le signal rouge, eh bien, pas terrible. Mais voilà, à l'inverse, c'est pareil, hein, dans les tendances bearish, dans les bear market, les signaux rouges, ils sont très bons, les signaux verts, ils sont pas exceptionnels. Ça nous donne des petites tendances haussières, mais on rechute vite. Par contre, les signaux rouges, vous voyez, ça nous donne des grosses tendances baissières. Alors techniquement, reste à savoir si sur le gros time frame on est dans une tendance baissière ou dans une tendance haussière. Donc techniquement weekly pour l'instant on est toujours dans une tendance baissière parce qu'on n'a pas fait, il faudrait au moins faire un plus haut que les 53 000 pour refaire un plus haut que le dernier plus haut. Mais sur une tendance daily on est toujours plutôt bullish. Donc techniquement le signal vert serait à peu près comme celui-là. Donc un bon signal, il faudrait s'attendre à une nouvelle jambe haussière du même acabit que celle-là. Donc voilà, si on clôture au-dessus des 49 000, théoriquement ce sera plutôt bon signe, surtout que les Shimoku est également bullish. Donc voilà, les statistiques veulent que théoriquement on continuera la hausse. Mais comme vous le savez, c'est comme d'habitude, hein, le daily c'est bien, le weekly c'est mieux, hein, et le weekly vous savez que il y a notre zone des 53 000, hein, donc voilà, je vous rappelle par rapport à MLCO graphique, vous voyez que le bas de la grosse zone ici c'est 51 000, et ici on était monté aux 53 000, c'était tout simplement pour rechercher le super trend ici, un peu comme ici, hein. Alors est-ce que ça va faire comme ici, après on va rechuter fortement? Eh bien on n'espère pas, hein. Mais voilà, tant qu'on n'a pas dépassé les 53K en clôture weekly, il y a toujours cette possibilité qu'on fasse un mouvement de la sorte. Voilà, donc prudence tant qu'on est en dessous les 53K en weekly. Une fois qu'on aura cassé les 53K, eh bien vous le savez, hein, en général quand on a du vert en weekly sur le super trend, ça nous donne des maxi tendances haussières. Et là du coup, pour l'instant sur le Bitcoin, il n'y a jamais eu de faux signaux. Vous voyez, vert ça monte, vert ça monte, vert ça monte, il n'y a pas eu vert où ça monte 3 jours et ça redescend. C'est vraiment des gros mouvements haussiers, hein. On peut voir, hein, c'est du n'importe quoi. Bon là c'était en premier, c'est du 40 000%. Là on a du 53 000%. Là on a du 10 000%. Donc bien entendu ça baisse au fil du temps. Là c'était le plus petit mouvement, mais on a quand même eu du 300%. Et le dernier mouvement c'était du 600-700%. Donc voilà, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de faux signaux. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir. Mais nous, on joue avec les statistiques. Donc moi, tout ce que je sais, c'est que
Si on clôture au-dessus des 53 000 en weekly, il y a de très fortes chances, surtout si on a la validation par la même occasion sur le Ishimoku en weekly, qu'on aille casser ce niveau et qu'on aille voir beaucoup plus haut. Donc moi, ma target, vous savez, c'est autour des 130 000 $. Voilà, sur ce, on va passer à la suite parce que bon, il faut avancer. Donc, pourquoi j'avais mis ça en concordance avec le graphique? Ok, ouais, je sais. Donc, on va s'enlever l'Ishimoku. Ok, on va voir un peu ce graphique. Donc, du coup, c'est des trendlines très long terme. Alors, c'est un canal que je vous avais dit. Oh, du coup, vous pouvez voir, c'est une sorte de canal. Hein. Donc, il y a ça en plus. En plus, c'est la trendline baissière, hein, parce qu'il faudra y faire attention. Mais globalement, on a un canal constitué de deux droites, pas vraiment parallèles, mais de deux droites, et d'une sorte de médiane, qui n'est d'ailleurs pas vraiment la médiane, hein, elle est tracée à la main. Et je vous l'avais présenté déjà dans la vidéo sur la fin du bull run. Hein. N'hésitez pas, elle est en lien sous chaque commentaire. Oui, exactement, dans les commentaires sous chaque vidéo. Et il y a une dizaine d'indicateurs qui vous donnent des indications sur la fin du bull run. Bref, je vous l'avais présenté là, avec des targets aux alentours de 270 000, 380 000 $, et un potentiel bottom du futur bear market, si bien entendu on a déjà une fin de bull market, vers les 50, 60 000 $. Bref, du coup, vu que ça fait longtemps que je ne vous en ai pas parlé, on va en parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est, à quoi il va nous servir ce graphique? Eh bien, à plusieurs choses, mais déjà, c'est le côté bullish c'est l'objectif pour moi le plus bullish que vous pouvez attendre du bull market. Alors, on pourrait aller plus haut, mais les probabilités sont extrêmement faibles. Comme vous le savez, les targets raisonnables du bull market, c'est celle-là. Donc, on va s'enlever le graphique, sinon on ne va rien y voir. C'est la courbe de croissance logarithmique. Donc ça tient en compte que le Bitcoin perd de sa volatilité. Vous voyez, les hauts, ils sont de moins en moins hauts, enfin de moins en moins accentués, et les bas, pareil. Donc ça nous fait une courbe logarithmique. Et donc du coup, là, le potentiel bull run, hein, si on a une fin de bull run, vous savez que ça nous annonce entre les 140 et ça veut dire quand on aura cassé déjà ce niveau. Donc encore une fois, il faut vraiment casser ce niveau des 53-54 000 $. Et ensuite, on se dirigera vers le haut, comme à chaque fois. Vous voyez, c'est le top des 3 bull runs précédents. Donc ça nous donnerait une cible vers les entre 130 et 150 000 $. Voilà, ça c'est le côté raisonnable. C'est-à-dire que c'est des objectifs raisonnables pour la fin du bull run. Si on veut voir le côté un peu plus bullish, eh bien, on ne passe pas en logarithmique. Et du coup, là, c'est un canal, on va appeler ça plutôt un canal linéaire. Alors, bien entendu, ma charte est toujours en logarithmique, mais ça, on s'en fout. C'est pas le principe. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte on ne fait pas un truc qui part en arc de cercle comme ça. On trace tout simplement des trendlines. Donc, une trendline du haut qui tient en compte les deux derniers sommets ici. Une trendline du bas qui tient en compte le premier sommet et ensuite, vous voyez, un niveau très important, c'est-à-dire là, elle a fait résistance pendant tout le bear market de 2016-2017, et ensuite, on l'a maintenu en support une fois ici lors du bottom, et là, bon, on a fait une grosse mèche en dessous avec le Covid, mais on l'a très vite réintégré, et ensuite, vous voyez, elle jouait encore support. Donc, ces deux lignes sont très importantes, ça nous donne une sorte de canal, et on a une troisième trendline, vous voyez, qui prend en compte ce sommet. Ici, là, ça a été bien travaillé. En gros, à chaque fois, c'est le point où on a validation du bear market, en quelque sorte, vous voyez. C'est la zone où on fait support, résistance, et boum, une fois que ça crache, on va rejoindre le bas. Pareil, ensuite, au retour, résistance, et quand on le passe, on va rejoindre le haut. Ensuite, support, et ensuite, résistance, on va rechercher le bas. 2014, quand on a eu le mini bull run, bah, c'est là où également qu'on a trouvé de la résistance. Ensuite là, vous voyez, à ce niveau là, c'est là où on a eu plus ou moins une petite correction, et quand on l'a recassé, ben, c'était plutôt la merde. Donc là, comme vous pouvez voir, on a fait un pullback dessus. Donc voilà pourquoi également il fallait être prudent ici. Donc pour l'instant, malheureusement, on est en dessous, et il y a toujours des potentielles chances que ce soit juste un pullback et qu'on aille rechercher malheureusement plus bas, et que la tendance baissière continue, et qu'on aille rechercher du coup cette zone-là, donc aux alentours des 21K jusqu'aux 30K, on va dire, toute cette zone-là, entre les 20 et les 30K. Bien entendu, on peut toujours aussi faire une petite mèche pour aller chercher un peu plus bas, mais normalement, ça devrait être réintégré très rapidement. Donc, techniquement, le bottom se situerait entre les 20 et 30K si on devait
continuer une tendance baissière. Alors, du côté bullish de la chose, quand on arrivera à casser cette trendline, exactement comme sur la courbe logarithmique, et bien, techniquement, il faudra s'attendre à ce qu'on aille rechercher potentiellement le haut du canal. Et ça nous donne des objectifs beaucoup plus bullish que la courbe logarithmique. Bien entendu, il faudra faire également attention à cette trendline. Cette trendline, c'est quoi? C'est tout simplement le sommet de fin 2017, donc début 2018, le dernier top aux 20 000 $. Le dernier top là qu'on a eu au 65K, ça nous donne une trendline baissière. Il y aura probablement de la réaction sur cette zone-là. Et si on continue à un rythme régulier, on y arrivera, si on y arrive bien entendu, vers le mois de décembre, et ce sera vers les 80 000 $. Voilà, donc il faudra quand même être prudent, il y aura peut-être une réaction, pourquoi pas, ça sera un moment où on fera un pullback justement sur cette ligne médiane, hein, donc je ne sais pas si on arrive à 80 000 $, hop, on redescendra peut-être aux 66 000 $, pour enfin avoir peut-être une dernière jambe haussière pour aller rechercher soit les targets raisonnables de la courbe logarithmique vers les 130 000 $, voire, s'il y a une euphorie, le haut du canal, et du coup qui se situera vers les 250 à 300 000 $. Donc, je voulais vous montrer ça, parce que déjà, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, et je sais qu'il y en a, ils aiment bien de temps en temps qu'on leur donne des targets plutôt bullish, parce qu'en général, je donne des targets, moi, plutôt raisonnables. Donc voilà, là, aujourd'hui, c'est les targets bullish. Et c'est parce que ça va s'associer à ça. Donc ça, c'est quoi? C'est tout simplement le plan Elliott Wave le plus classique. Hein. Vous savez qu'on a d'autres plans, mais bon, c'est le plan le plus classique, c'est-à-dire bottom au mois de décembre 2018, on a fait une grande vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 du coup, et là on serait dans une vague 5, donc la dernière vague haussière du bull run. Et donc, on a des targets haussières. Donc les targets haussières classiques, c'est ce rectangle rouge, donc c'est-à-dire par rapport à la vague 2, j'ai fait une projection, et c'est entre les 1,23,6. Bon, je vais vous le mettre quand même parce que pour ceux qui n'ont pas vu, donc vous mettez en bas de la 2, en haut de la 3, en bas de la 4. Et vous voyez, c'est la zone située entre les 1,23,6 et les 261,8. C'est la zone la plus probable, raisonnable. Voilà. Mais ensuite, on peut très bien aller rechercher les targets moins raisonnables, un peu plus bullish. Et s'il y avait même une euphorie de fou, alors sur le Bitcoin, je pense pas, mais sur les altcoins en général, ça peut même casser carrément le haut et aller chercher des targets complètement irraisonnables. On le voit quand des coins des fois prennent 10 000%, mais le Bitcoin ne peut plus prendre 10 000% ou quoi qu'est-ce. Donc casser quand même ces targets, ce serait quand même invraisemblable, il y a très peu de probabilité. Mais on pourrait aller chercher ces targets. Et comme vous pouvez voir, elles se situent où ces targets? Eh bien, entre 250 000 et 300 000 $. Vous voyez, c'est exactement les targets du haut de cette trendline, donc entre 250 000 et 300 000 $. Donc c'est quand même une belle coïncidence ou un bon rapprochement. En gros, vous voyez, vous avez les targets raisonnables qui sont environ aux 130 000 $. Ça correspond au target de la courbe logarithmique. Donc c'est pour ça que je crois beaucoup en ces targets. Et les targets irraisonnables correspondent parfaitement à la courbe, on va l'appeler linéaire. Donc du coup, voilà, on en a vraiment les deux qui concordent. Donc si on est raisonnable, on a une double target autour des 130 000 $ avec les targets raisonnables d'un point de vue Elliott et la courbe logarithmique. Et si on veut être plus bullish, on a les targets du haut, toujours avec les vagues d'Elliott, et qui concordent bien avec les targets bullish du canal linéaire. Donc voilà, tout concorde, et moi j'aime bien quand tout concorde. Ensuite, du coup, j'ai quand même été un peu plus en profondeur et descendu un peu dans les time frames. Alors je vais enlever ça pour qu'on y voit plus clair, vous avez compris à quoi ça correspond. Et vous voyez que j'ai mis, alors déjà il y a le rectangle, ça c'est le 1,23,6 jusqu'au 2,61, et la target qu'on préfère, nous vous savez, c'est les 1,61,8. Donc c'est en rose, donc vous voyez, en général c'est la target la plus commune. Et vous voyez qu'elle est aux alentours des 127 000 $, donc très proche de nos 130 000 $. Donc target principal que je favorise, qui est le haut de la courbe logarithmique. Mais j'ai commencé du coup à décompter les plus petits time frames. Donc on va passer en daily.
Et donc, comme on l'a vu récemment, on est théoriquement, bien entendu, ça c'est si on est bullish, là c'est le scénario bullish, hein, on ne parle pas du scénario bearish aujourd'hui. Donc dans une vague 1, une vague 2, donc c'est pour ça qu'on avait une zone d'achat ici. Et théoriquement, là, à moins qu'on soit dans une A, B, C et que la vague 2 soit pas finie, c'est toujours possible, hein, que là on ait fait seulement une A, là une B et qu'ensuite on va faire une C, soit un double bottom, soit aller un peu plus bas, c'est toujours possible, mais aujourd'hui on reste bullish à fond. Donc on va dire que la 2 est finie et qu'on est dans une vague 3. Donc la vague 3, théoriquement, j'ai déjà fait les projections, pareil, hein, bas de la 1, bas de la base, la 1, le bas, et les targets entre 1,23 et 1,61,8. Ça nous donne des targets comprises entre 68 000 et presque 80 000 $, avec une 4. Et là, encore une fois, ça nous donne quelle zone? Eh bien, ça nous donne tout simplement eh bien, cette target-là. Vous voyez 76 000, 78 000, 80 000 $. Ça nous donne exactement cette zone comme zone de rejet. Donc, encore une fois, ça concordonne. Donc, en gros, on irait faire une vague 3 qui reste bloquée ici. Du coup, là, réaction. On corrige. Ça nous donnerait... Alors, je vais enlever ça, ça me gêne. Ça nous donnerait une vague 4 qui irait chercher... Regardez bien, la target principale, c'est les 0,382. Donc, environ les 63-64 000 $. Et du coup, ça nous donnerait une correction. Regardez bien. On monte aux 80 000 $ et on redescend vers les 63-64 000 $. Ça nous donnerait exactement le plan par rapport à ce schéma. Ça veut dire on casse ici, on va rechercher ici. De là, bah, forcément, réaction, prise de profit, on corrige un petit peu. On va rechercher les 63-64 000 $ et ensuite on recasse tout à la hausse pour aller chercher plus haut. Et bah, ça coordonne parfaitement la vague 3, on va rechercher les 78 000, 80 000 $, une petite vague 4 pour aller rechercher les 63-64 000 $, et ensuite une dernière vague qui nous emmènerait, alors ça, bien entendu, c'est les targets raisonnables, aux alentours des 130 000 $. Du coup, j'ai déjà fait une projection de la petite vague, comme vous savez, le rectangle rouge, c'était les projections par rapport à la grosse vague, donc j'ai fait une projection par rapport aux petites vagues. Alors, bien entendu, c'est la spéculation, parce qu'on n'a même pas encore fini la 3. Pour avoir la target finale, il faudra d'abord qu'on finisse la 3 et la 4. Mais là, j'ai fait, imaginons que ça se passe exactement comme ça. Du coup, j'ai déjà fait la projection, et ça nous donne un rectangle bleu. Et vous pouvez voir que ce rectangle bleu est compris dans le rectangle rouge. C'est-à-dire ça nous confirme en gros le rectangle, ça nous donne de doubles objectifs. Donc ça confirme le choix que c'est vraiment une bonne zone. Et donc le bas, c'est au 111 000. Le haut, c'est au 160 000. Et les 161,8, vous voyez, c'est le petit trait bleu qu'il y a ici. Et regardez où il se situe. Encore une fois, la target principale se situe vers les 125 000 $, quasiment juste en dessous de la target rose. Donc vraiment, cette zone-là, c'est la zone principale qui correspond, comme je vous ai dit, à la target de la courbe logarithmique, donc aux alentours des 130 000 $. Donc voilà, ça c'est le plan Elliott, un peu plus en détail. Si on veut même descendre dans les petits time frames, on peut. Et vous voyez que j'ai également commencé, si on a bien trouvé le bottom de la 2, là théoriquement on a fait une vague 1, une vague 2. Là on est dans une vague 3, alors on l'a pas fini parce que, alors celle-là on la voit pas bien, je vais vous la mettre en blanc. Vous voyez, on a fait une 1, une 2, une forte 2, donc une 3. Donc théoriquement quand on a une forte 2, on s'attend à une faible 4. Donc ça veut dire la cible c'est entre les 0,236 et les 0,382. Donc là pour l'instant on a touché parfaitement les 0,236, donc belle zone d'achat. C'est pour ça qu'il y a un rectangle. Vu qu'elle doit être faible, eh bien 0,236 c'est tout à fait un niveau pertinent. Si bien entendu on devait aller plus bas, ce serait les 45 000. Mais vous voyez pour l'instant on est en train de monter, donc on va bientôt casser ce niveau. Donc probablement on a déjà atteint le bottom et on est déjà probablement, mince, donc on va l'enlever, c'est pas grave, on a déjà probablement fini, si je me suis pas trompé, la vague 4. Alors bien entendu ça peut être une flat, hein, vous savez que les flats ça peut aller rechercher plus haut et corriger après, mais tant qu'on n'est pas sûr d'avoir une flat, on reste dans un scénario plus pratique. Donc voilà, on a été rechercher les targets, les premières targets au 0,236. Alors après peut-être la 3 n'est même pas finie, hein. Peut-être que le décompte, moi j'ai fait un décompte comme 1, 2, 3, alors il faut que je vous montre le RSI quand même, hein, parce que sinon ça veut rien dire. Voyez donc
1, 2, 3, 4, 5 avec une divergence sur la vague 5. Donc voilà, haut de la 3, bas de la 4. Et ensuite, on va rechercher la 5. Alors la 5, là je vous ai mis la target la plus basse possible, hein. Bien entendu on peut aller beaucoup plus haut pour la fin de la vague 5. Mais voilà, normalement la vague 5 nous mènera au minimum aux 49 700. Ensuite une vague 4 et pour finir une vague 5. Mais vous voyez pour l'instant, si on suit ce raisonnement, eh bien la vague 5 irait pas très haut, alors que nous on recherche quand même cette zone là. Donc a priori, je pense plutôt que là j'ai pris la target minimale, mais je pense quand même que la 5 va monter un peu plus haut. Voilà, pour faire quelque chose comme ça. Ensuite une petite correction et ensuite une 5 pour finir, et bien au moins ici, voire ici. Voilà, donc c'est tout. C'était pour rappeler un peu le plan Elliott et pour vous faire un peu plus d'Elliotisme, vu qu'on n'en fait pas assez souvent, je trouve, en ce moment. Sur ce, on va s'arrêter là, je pense, on en a assez dit. Donc n'oubliez pas de laisser des commentaires. En ce qui concerne le gaming, dites-moi si vous voulez que je commence avant le mois de novembre. Le week-end a déjà commencé à en parler. Comme je vous ai dit, moi je ne suis pas encore entré dans le truc concrètement, j'ai joué à aucun jeu. Donc ceux qui sont déjà investis, mettez-moi vos jeux préférés que j'ai faire un tour. Mettez-moi les sites internet où on parle de tout ça, que ce soit des listes de jeux, les jeux qui vont sortir plus tard, les tokens, enfin tout ce qui concerne le milieu pour que j'ai commencé à m'informer. Dites-moi du coup si vous voulez que je commence à partir du week-end prochain ou quoi, à déjà en parler, faire un petit résumé de ce que moi j'ai compris pour l'instant, des différents moyens, parce qu'il y a plusieurs possibilités, hein. Vous verrez qu'il y a plusieurs possibilités pour se faire des jeux, même sans jouer, hein. Quand on parle du gaming, vous pouvez faire de l'argent juste en spéculant sans jouer au jeu. Vous verrez que c'est pour ça que je vais vous donner toutes les possibilités pour gagner de l'argent avec le gaming dans les cryptos. Donc dites-moi si vous voulez que je commence avant le mois de novembre à déjà en parler un petit peu, sans commencer les jeux, sans rien, juste à en parler, de voir à peu près toutes les informations que j'ai collectées jusqu'à présent. Comme ça en même temps, ceux qui sont plus informés que moi pourraient me corriger en commentaire. Voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.